Mais comment vous expliquez justement cette soumission aux Américains aujourd'hui? Elle est longue, hein. Elle est très longue. C'est un travail de très très longue haleine. Souvenez-vous, ça a commencé en 1945, hein, puisque eux ont dit à la face du monde que c'est eux qui avaient libéré la France. On a oublié l'Armée rouge. On a oublié les millions de morts de l'Armée rouge. Hein. Tout comme aujourd'hui, même en Pologne, on oublie que 500 000 soldats de l'Armée rouge ont libéré quand même le pays. Alors c'est vrai qu'on essaye de faire passer ça en disant « non, ils nous ont envahis après », mais c'est faux, c'est faux. Il y a eu une libération de l'Europe grâce à l'Armée rouge. Moi, je ne suis pas soviétique, hein, je ne suis pas dans ce sens-là, mais il faut reconnaître les faits historiques tels qu'ils sont. Vous avez parlé d'un pays que je connais, donc forcément, c'est un petit aiguillon. Il faut que j'en parle quand même. Je rappelle que l'Armée rouge, lorsque les Allemands ont rasé Varsovie pendant ce qu'on appelle en Pologne powstanie, c'est-à-dire le soulèvement de Varsovie, l'Armée rouge est restée et a regardé les Allemands finir Varsovie au lance-flammes. Oui. Ils n'ont pas libéré, hein, donc du coup, ils n'ont pas vraiment libéré. Hein. Oui, mais bon, Katyn et tout ça, mais bon, ça, c'est pas le propos aujourd'hui. Non. Le propos, c'est surtout que, en effet, là, je suis d'accord avec vous, on a un pays qu'est l'Amérique, qui se dit occidental comme nous, et qui, je pense, fait croire à de nombreux de Français qui sont de la même culture, de la même origine, et donc du coup que c'est eux qu'il faut suivre. Ça, moi je trouve ça vraiment déjà un pervers, et je pense même que le déclin français commence par là. Sans doute, oui, sans doute. Bon, vous parlez occidental, pour moi, vous savez, j'ai pas usé mes fonds de culotte, mais presque dans un mouvement qui s'appelait... Non, j'y étais pas d'ailleurs, parce que j'étais trop jeune, dans un mouvement qui s'appelait Occident. Et Occident, qui après était suivi... C'était GUD après? Après, c'était Ordre Nouveau. Donc moi, j'étais militant d'Ordre Nouveau. Vous aviez des Alain Madelin, Devedjian, et Monsieur Guasguen, etc. Tout à fait, c'est ça. Et moi, j'étais Paris 2, Assas, tout ça, je connais. Hein. Donc vous avez touché du doigt ce milieu. Voilà. Et c'est vrai qu'on... uni Paris 2, Assas. Voilà, et c'est vrai qu'on se faisait respecter à cette époque-là. Et c'est vrai que face à nous, on avait des gauchistes qui, eux, diffusaient un autre idéal, hein, je dirais. Bon. Mais j'aimerais revenir sur le mot Occident. Pour moi, l'Occident, ça ne veut rien dire. L'Occident, c'est l'Occident atlantiste. D'ailleurs, j'y reviens aussi longuement dans mon livre, parce que pour moi, l'Occident, oui, l'Occident, c'est bien, mais un Occident souverain, un Occident, je dirais, européanisé. Mais vous avez raison, mais vous avez toute une frange de jeunes de moins de 30 ans qui, dans le terme Occident, s'y englobe et englobe les Américains, toute une frange identitaire, hein, si je puis dire. Et j'imagine que vous l'avez pu le voir à l'Iliade, parce que pour eux, l'Amérique... c'est un exemple. C'est un exemple, voilà. Oui, tout à fait, c'est un exemple. Mais et comment ces jeunes-là leur dire, écoutez, en fait, vous faites un peu... Mais ils se font rouler dans la farine, parce qu'en fait, c'est vrai que, à mon sens, il n'y a pas plus d'exemples du côté de Washington que d'un autre côté, parce que nos racines ne sont pas américaines, même si les Américains peuvent avoir effectivement des racines européennes, mais l'inverse n'est pas vrai. Et puis, n'oublions pas toutes les saloperies que les Américains ont pu faire une fois qu'ils sont arrivés aux États-Unis. Hein. Moi, j'ai une petite pensée à chaque fois pour les Indiens. Il y a eu un génocide qui a été organisé, qui a été planifié, et pas seulement, puisque j'ai participé aussi directement dans une autre vie à un sport qui s'appelle le baseball. Et le baseball, aux États-Unis, il y avait à une époque 2 ligues. La Ligue des Blancs et la Negro League. C'est-à-dire, et c'est pas vieux ça, hein. Et donc les Américains, c'était ça, ils brillaient par un espèce de racisme permanent, par une xénophobie, ça c'était ça chez eux. Donc je pense que c'est pas un bon exemple à prendre pour nos jeunes. Et je crois qu'il faut aujourd'hui leur ouvrir les yeux en leur disant non, arrêtez d'écouter des chanteurs américains, parce qu'on en a suffisamment en France, qui sont suffisamment bons, et essayons de remettre un peu l'église au milieu du village. Vous êtes nationaliste français, mais moi je le remarque, et c'est pour ça que ça m'intéressait que vous veniez,
ici, pas que pour parler de la Russie, mais aussi parler de la France, c'est que on a une nouvelle génération qui se voit par l'identité ethnique et non plus par l'identité nationale. C'est-à-dire que pour eux, nationaliste, c'est des Blancs sur un continent. C'est pas des Français, c'est pas Dupont-Durand en France, quoi, en fait. Oui, mais bon, ça, de toute façon... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, bien sûr, je l'ai remarqué. Et puis, je dis, ça, c'est une déformation de ce que peut être le nationalisme. Pour moi, le nationalisme est avant tout franco-français, traditionnaliste. Nos racines, elles sont là, encore une fois. Alors, c'est vrai qu'on peut allonger le débat en disant, effectivement, on peut défendre une nation blanche, etc. Mais enfin, bon, aujourd'hui, défendre une nation blanche, quand on parle de la France, c'est mal parti, même de l'Europe. Il faut se battre sur d'autres sujets. Il faut défendre, encore une fois, notre souveraineté, notre passé, notre histoire. Et notre histoire, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, et avec la Russie, c'est tout. Notre histoire n'est pas avec les États-Unis. Souvenons-nous que les États-Unis sont rentrés dans la danse en 1945, mais vraiment après tout. Ils ont vraiment... Et puis, ils n'ont pas mis énormément de monde, hein. Il n'y a pas eu de millions de soldats qui sont venus en Europe pour nous défendre. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour un Delade de Tassigny, par exemple, que pour les généraux américains. Ça, faut le dire. Faut dire que... non, mais je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit le plus nombreux à le dire, parce que, bon, ils ont fait un débarquement, certes, mais c'est pas ça qui a déclenché la fin de la guerre. Ah ben non. Qui a bousculé les troupes du Troisième Reich? C'est l'armée rouge, hein, c'est clair. Mais justement, comment ont-ils réussi à faire croire à 3/4 des Français qu'ils sont les grands vainqueurs? Est-ce que leur machine de propagande, Hollywood, leurs chanteurs, comment ont-ils réussi à... Leur film, vous l'avez dit, hein, c'est leur film. C'est essentiellement ça, hein. Mais oui, c'est un ensemble de choses qui ont fait que... Ils sont arrivés déjà en France avec leurs jeans, avec leur chewing-gum, avec tout ça, en disant, bah oui, c'est magnifique, vous savez, manger un chewing-gum comme ça devant tout le monde, c'est parfait, alors qu'à une certaine époque, je veux dire, dans les familles normales, on interdisait de manger du chewing-gum. Mais c'est pas grave. Après, c'est passé comme chose normale. Ça fait partie du quotidien des gens. Et après, bah, effectivement, il y a la notion vestimentaire, on s'habillait comme les Américains. On vivait comme les Américains. Après, ils sont venus avec leur McDo, etc. Et maintenant, on en est jusqu'au cou. Mais alors, comment expliquer que les Soviétiques, à l'époque, pourtant, ils avaient l'intelligentsia française, les Sartre de Beauvoir, le Montand, Signoret et compagnie, n'ont pas justement réussi à peut-être montrer ce qu'était la société russe, et donc, du coup, plaire à cette société française Je pense que ce n'était pas possible parce qu'à l'époque, la société russe était soviétique. Et la société soviétique, moi, je n'ai pas énormément d'attirance pour le régime soviétique, mais il n'avait rien de glamour, hein. Il n'avait rien de séduisant. Surtout pour des gens qui commençaient à s'ouvrir justement aux États-Unis avec la liberté totale, liberté des mœurs, etc., comme on a pu le vivre en 1968. L'Union soviétique, c'était autre chose. C'était la rigueur, c'était un certain nombre de dogmes qui étaient imposés par l'État, et c'était difficile de le vendre comme un produit qui peut être commercialisé en Europe, hein. Je pense que c'est pour ça que ce n'est pas passé. Alors maintenant, vous me citez Simone de Beauvoir, etc. Pour moi, ça n'a jamais été des grands exemples d'idéalisation, si vous voulez, des choses, mais je pense qu'avec d'autres personnes, avec d'autres personnalités, peut-être qu'on aurait pu réussir à faire passer le message. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui on peut le faire passer, parce qu'aujourd'hui la Russie n'est plus soviétique, aujourd'hui la Russie est ouverte, aujourd'hui la Russie est un monde moderne, avec des gens qui, encore une fois, nous aiment, et analysent les choses d'une manière très sereine. Vous savez, les Russes sont des gens intelligents et sont des gens qui analysent la situation internationale parce qu'ils sont beaucoup mieux formés que les Français par rapport à ça. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet.
On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.